Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du phénomène des mirages et on va essayer de trouver l'équation de la trajectoire des rayons lumineux avec ici l'indice du milieu qui varie de manière à ce que n carré de y soit égal à n0 carré plus k y carré, ça on en parlera par la suite. Donc ça c'est la deuxième vidéo sur les mirages, j'avais fait une première vidéo sur les mirages pour expliquer le principe général pour notamment le grand oral du bac, je vous mettrai le lien dans la description. Ici ce qu'on va faire c'est la deuxième partie de cette vidéo, on va faire déjà des petits rappels rapides sur la première vidéo qu'on va réutiliser ici, et après on va parler plus spécifiquement de l'équation de la trajectoire. Alors là, on est plus sur quelque chose de niveau post-bac, donc pour ceux qui sont en terminale, vous pouvez quand même regarder et vous en inspirer pour éventuellement le grand oral, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est exigible pour après le grand oral du bac. Alors, ce qu'on rappelle, c'est que le phénomène des mirages vient du fait qu'on va avoir ce qu'on appelle un milieu stratifié. C'est-à-dire que si on a du sable ou de l'eau, par exemple, eh bien on va avoir l'air qui est au-dessus du sable ou au-dessus de la mer, qui va être considéré en couches, ici, avec des couches qui vont avoir des indices de réfraction différents. Donc N0, N1, N2, N3, et ici pareil, N0, N1, N2, N3. C'est pour ça qu'on appelle ça un milieu stratifié. Sauf que dans le cas du sable, le N0 est inférieur au N1 qui lui est inférieur au N2, etc. Alors que dans le cas de la mer, c'est l'inverse. Et ça venait du fait que ce qu'on avait vu, c'est que plus la température est élevée, plus le N diminue. Or, comme le sable, lui, a tendance à être très chaud du fait qu'il absorbe beaucoup les rayons lumineux, eh bien, c'est-à-dire que la température sera plus élevée, donc c'est-à-dire que le N sera plus petit. Donc, le N qui est le plus proche du sable sera le plus petit, donc c'est qui est le cas, et puis plus on s'éloigne du sable, moins le sable a d'influence, et donc plus la température diminue, et donc plus le N, au contraire, augmente. C'est pour ça qu'ici, le N3, par exemple, est le plus grand. On a l'inverse pour la mer, qui elle, par contre, absorbe assez peu les rayons lumineux, et qui elle, au contraire, a tendance à refroidir l'air ambiant, et donc c'est pour ça que la température en bas est plus faible, et donc l'indice du milieu est plus élevé. Donc à ce moment-là, on a N0 qui est supérieur à N1, etc., etc. Et ce qu'on avait vu également dans la première vidéo, c'est que le fait d'avoir comme ça différentes couches, fait que un rayon lumineux qui va arriver comme ça, donc là je le fais dans le cas de la mer par exemple, eh bien il va avoir tendance, avec la loi de Descartes, à devenir de plus en plus horizontal, donc comme ça, et à partir du moment où on va arriver à l'angle limite, et à l'angle limite, on va avoir le phénomène de réfraction qui va faire qu'il va redescendre vers le bas. C'est vrai que là, j'ai pas forcément fait parfaitement, mais on peut avoir un rayon comme ça qui arrive très vertical, et qui après, petit à petit, va être de plus en plus horizontal. Et donc, on va avoir du coup un rayon lumineux qui en réalité va faire ça, dans le cas réel. Et pour ici, quand le n0 est plus petit que n1, c'est l'inverse, le rayon au contraire va arriver du haut et puis va être de plus en plus horizontal avant de faire la réflexion totale. Et donc là au contraire, j'aurai ce principe-là. L'intérêt dans cet exercice, c'est qu'on va voir qu'on fait la résolution des deux cas d'un seul coup. Et ça, on va voir justement pourquoi, grâce à la formule qui était donnée ici. Alors, maintenant, comment faire pour modéliser tout cela et puis trouver une équation différentielle? Parce que là, dans la première vidéo, on a vu la loi de Descartes qui nous permettait d'exprimer ça. Alors là, on va voir que c'est aussi la loi de Descartes, mais on va faire de manière un petit peu plus poussée. Donc déjà, on rappelle, avec les notations de la première vidéo, que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici à chaque fois une couche, avec un rayon, qu'on va appeler ici, alors pour le premier rayon, par exemple, c'est alpha 0, et ici, du coup, il va être dévié comme ça, avec un deuxième qui sera alpha 1 dans le milieu 1. Et ce qu'on avait vu, c'est que d'après la loi de Descartes, on a n0 fois cos de alpha 0 qui est égal à n1 fois cos de alpha 1. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la loi de Descartes, c'est pas le cosinus, c'est le sinus. Alors oui, mais ce qu'on avait vu, c'est qu'en réalité, là, le alpha 0 n'est pas l'angle d'incidence. Ce qu'on voit, c'est que l'angle d'incidence, c'est à chaque fois lui ou lui. C'est-à-dire pi sur 2 moins alpha 0 et pi sur 2 moins alpha 1. Et le sinus de pi sur 2 moins alpha 0, c'est le cos de alpha 0. Et pareil pour alpha 1. C'est pour ça que la loi de Descartes nous donnait ce résultat-là. Mais après, si on fait à l'étape d'après, on aura que tout ça est égal à n2 fois cos de alpha 2, qui est égal à n3 fois cos de alpha 3, etc., etc. Et donc, de manière générale, on peut dire qu'à un moment, on va arriver à la couche qui va être au niveau de y, y c'est l'axe vertical, et donc on aura n de y fois cos de alpha de y.
Et donc c'est ça qui est important, c'est que du coup, comme le n0 cos alpha 0, enfin en tout cas le n cos alpha est une constante, eh bien à un moment on va arriver sur ny cos alpha y qui est égal à une constante, et donc cette constante, du coup comme elle est constante, on va la noter c. Donc maintenant il va falloir exprimer ce n de y et ce cos de alpha de y. Et donc pour ça on va refaire le schéma, mais spécifiquement au niveau de y. Et donc si on refait le schéma spécifiquement au niveau de y, on aura ici y, on aura l'angle ici alpha de y, et si on a ici un angle, on va mettre dans le cas infinitésimal, et l'idée ça va être de prendre un petit morceau de la courbe, parce que là bien évidemment, la courbe à chaque fois on a fait des bouts de droite, comme ça, hein, des rayons lumineux, mais nous ce qu'on va faire c'est faire un énorme zoom pour que à la fin la courbe soit non pas composée de droite, mais composée d'extrêmement de petits morceaux, donc on fait la limite quand on fait un énorme zoom. À ce moment-là, ici, on aura x, et donc ici, on aura x plus dx, et donc à ce niveau-là, eh ben, on aura y plus dy. Avec donc la longueur ici qui est égale à dy, et la longueur ici qui est égale à dx. Donc là, on peut faire hop, le petit triangle, enfin le petit rectangle même, d'accord, on projette avec du coup dx et dy qui sont bien évidemment très faibles par rapport à la longueur totale du rayon, en tout cas la trajectoire totale du rayon. Et donc là, on voit que le cos de alpha y, on va pouvoir l'exprimer par rapport au schéma. Alors là, il manque juste une petite notation qui est la longueur ici justement du rayon. Alors cette longueur, on pourrait la noter dl, puisque c'est la longueur du rayon infinitésimal, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est le noter ds. Alors ds avec s qui est l'abscisse curviligne. Ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire que c'est l'abscisse curviligne, mais l'abscisse curviligne, c'est du coup le petit morceau de courbe que l'on considère. Donc on va le noter ds parce que ça correspond à une abscisse curviligne, mais ici, si vous le notez dl, vous allez voir que ça n'a pas beaucoup d'influence. Et donc si on fait le cos de alpha de y, on sait que cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, l'adjacent c'est ici dx, et l'hypoténuse c'est justement le fameux ds. Donc là j'ai dx sur ds. Ce qui nous donne donc la formule que c est égal à n de y fois le cos qui est égal à dx sur ds. Alors, jusque-là, c'est bien, sauf que maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? J'ai toujours pas d'équation différentielle. Alors là, la petite astuce, c'est que maintenant, ce qu'on voit, c'est que le n de y était au carré. Alors, on peut déjà dire, bah, pourquoi il y a marqué n de carré de y, pourquoi il y a marqué n de y égale la racine, c'est beaucoup plus simple. Bon, comme le n c'est l'indice, c'est positif, bon, on pourrait prendre la racine directement. En réalité, c'est un indice qui nous dit que, tiens, il va falloir mettre tout ça au carré. Alors pourquoi il faut mettre tout ça au carré? C'est quoi l'autre indice qui nous aurait pu nous indiquer ça? Et bien c'est que ici on a un triangle rectangle, donc on peut faire Pythagore. Et donc d'après le théorème de Pythagore, on a que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire ds au carré, est égal à la somme des deux au carré, c'est-à-dire dx, ça c'est dx, et on a dit que ça c'était dy, comme ici. Donc ça fait dx carré plus dy carré. Donc ici j'ai dx au carré plus dy au carré. Donc je vois que j'ai le ds qui est au carré, le n qui est au carré, ça tombe bien, j'ai le n et le ds qui sont ici, donc je vais me dire, bah, du coup je vais tout mettre au carré, comme ça je vais avoir une équation qui sera un peu plus exploitable, parce que je vais pouvoir tout remplacer. Donc si on met tout au carré, ça nous donne que c carré est égal à n carré de y fois dx carré sur ds au carré. Alors ds carré, je vais le remplacer tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc ds carré, si je le remplace tout de suite, ça me donne dx carré plus dy au carré, comme ça c'est fait, hein, c'est plus rapide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout inverser. Alors là, je vais faire, si le n carré, je le passe à gauche, ça fait c carré sur n carré. Mais après, je vais tout inverser, et donc ça va me donner n carré de y sur c carré, qui est égal du coup à l'inverse de ça, c'est-à-dire dx carré plus dy au carré, le tout sur dx au carré. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que, comme j'ai inversé, je vois que maintenant j'ai une somme au numérateur, et donc je peux séparer ma fraction en deux. Ça va me donner dx carré sur dx carré qui me donne 1, et plus dy au carré sur dx au carré, c'est-à-dire dy sur dx, le tout au carré. Et c'est là qu'on commence à voir quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai dy sur dx, le tout au carré, mais dy sur dx, et ben c'est y' de x, hein, ça je peux l'écrire y' de x, que y, si on l'appelle y, ça va être là, du coup l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la position d'un point quelconque sur la trajectoire
en fonction de x, et donc qu'il ne dépend que de x, et donc ça, je peux l'écrire 1 plus y' de x, le tout, au carré. Et à gauche, j'ai n carré de y sur c carré. Et c'est là qu'on commence à voir l'équation différentielle, puisque j'ai du y' en plus, j'ai la dérivée, donc je me dis, bah ça c'est parfait pour mon calcul. Alors, c'est parfait, sauf que je suis pas encore arrivé au bout, parce que maintenant il va falloir faire une petite astuce, ce qu'il faut absolument connaître, ça qui est assez classique quand on est en physique, mais même en maths aussi, hein, c'est que quand on a ici y' de x, ce que je peux faire, c'est tout simplement de dériver ça par rapport à x. Pourquoi? Parce que je sais que quand j'ai f de x le tout au carré, et bien si je dérive, et ben ça me fait 2 fois f' de x fois f de x. En fait, c'est 2u fois u', ou ici 2u' fois u, c'est la même chose, parce que la dérivée de u carré, c'est 2u fois u', ou 2u' fois u. Et donc là, c'est exactement ce qu'on va faire, sauf que là, bon, le f de x c'est y', mais c'est pas grave, je vais quand même le dériver par rapport à y. Alors ici, je vais le dériver par rapport à x. Donc, sauf que là, justement, si je le dérive par rapport à x, il va y avoir un petit problème, puisque là, j'ai y qui, lui, ne dépend... du coup, l'y dépend de x. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt que de dériver par rapport à x, je vais dériver par rapport à y. C'est-à-dire que je vais mettre d sur dy à gauche et à droite. Donc, je vais dériver n carré de y sur c carré. Et à droite, je vais aussi dériver par rapport à y, donc ça me fait d sur dy de 1 plus y' de x au carré. Alors à gauche, ça je sais faire, je peux mettre même le 1 sur c carré devant parce que c'est une constante, donc ça va être la dérivée par rapport à y de n carré de y. Et là à droite, alors là, le souci c'est que comme y' dépend de x, ben, je ne peux pas dériver par rapport à y, il faut que je dérive par rapport à x. Et la petite astuce, hein, on connaît, ça c'est que je vais dire que c'est la dérivée par rapport à x et fois dx sur dy. Parce que si je fais ça, eh bien je vois que les dx se simplifient, ça me fait d sur dy. Donc je vais dire que d sur dy, c'est d sur dx fois dx sur dy. Alors par contre, attention, d sur dy de tout ça, enfin d sur dx, pardon, de tout ça, c'est-à-dire de 1 plus y' de x au carré, et fois, comme on a dit, dx sur dy. Maintenant, je vais pouvoir dériver. Donc là, à gauche, je laisse, hein, je ne recopie pas, c'est la même chose. Et là, quand je dérive ça par rapport à x, alors bien sûr, le 1, lui, va s'en aller, puisque la dérivée de 1, c'est 0. Et là, donc, je dérive par rapport à x, y' de x, c'est la formule que j'ai mis tout à l'heure. Hein, la dérivée de u carré, c'est 2u fois u'. Donc 2u, ça me fait 2y' de x, et u', c'est la dérivée de y', la dérivée de y', c'est y seconde de x. Et ici, dx sur dy, et ben je sais que dy sur dx, c'est y' de x, donc dx sur dy, c'est l'inverse, c'est 1 sur y' de x. Et donc l'intérêt, c'est que, bah, comme on le voit ici, ça se simplifie, et donc il me reste juste le y seconde, avec le 2. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement passer le 2 à gauche, et donc ça me fait, à droite, y seconde de x, et à gauche, ça me fait 1 sur 2c carré, parce que le 2 je l'ai passé à gauche, et fois la dérivée par rapport à y de n carré de y. Et donc voilà mon équation différentielle, j'ai y' seconde qui est égale à une constante fois alors, la dérivée de n carré de y. C'est pour ça que déjà on retrouve le n carré de tout à l'heure, hein, c'est normal, c'est parce qu'on l'avait fait apparaître, on avait fait exprès de mettre au carré pour le faire apparaître. Et là justement, comme on a le n carré, eh bien, on va pouvoir dériver tout ça par rapport à y. Et donc c'est justement ce qu'on va faire. Alors, avant de dériver, juste une petite remarque déjà sur l'expression que l'on a de ce n carré de y, c'est que si on remarque l'expression qui est donnée, on a ici n0 carré. Pourquoi n0 carré? Parce que si on remplace le y par 0, ici ça me fait 0, et donc ça me fait n de 0 au carré, donc c'est pour ça que ça fait n0 au carré, tout simplement. Et ici j'ai plus ky carré. Alors, du coup, comme ça c'est positif n carré, du coup, il faut supposer que le k est de telle sorte que tout ça soit positif. Bon, ici, c'est pas précisé, mais on se doute que ça va être bon. Donc maintenant, qu'est-ce que ça me donne l'équation? Le y seconde, lui, je vais le réécrire à gauche, parce que la dérivée seconde, on la met toujours à gauche. À droite, j'ai mon 1 sur 2c carré, donc qui, lui, ne change pas. Et maintenant, je vais dériver par rapport à y n carré, c'est-à-dire je vais dériver par rapport à y tout ça. n0 est une constante, donc ça s'en va, ça fait 0. Et par contre, la dérivée de ky carré par rapport à y, bah, la dérivée de y carré c'est 2y, donc ça fait 2ky.
Et comme les deux se simplifient, ça me fait finalement y seconde de x, alors qui est égal, comme j'ai dit, les deux simplifient à ky sur c carré, et moi ce que je vais faire c'est de passer à gauche, et ça fait moins k sur c carré fois y, qui est égal à 0. Bien sûr, y sous-entendu y de x, puisque comme à gauche j'ai mis y' de x, je vais mettre y de x. Et là, je retrouve bien mon équation différentielle, du style y seconde plus moins quelque chose fois y est égal à 0. Et ça, c'est parfait, parce que c'est une équation différentielle que l'on sait résoudre. C'est une équation différentielle où maintenant, il n'y a plus qu'une seule inconnue, qui est y. Alors qu'ici, on avait le n carré, donc ça, c'est pas vraiment du y. Donc là, pour l'instant, on avait une équation qui ressemblait à une équation différentielle, mais pas encore totalement. Alors que là, avec le n carré, eh bien c'est bon, puisque maintenant, le n carré dépend de y, et donc en remplaçant, ça me donne une équation que je sais faire. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va résoudre cette équation. Sauf que cette équation, il faut faire très attention que là, j'ai deux choix possibles. Parce que moi, ce que je sais résoudre, généralement, c'est quand y seconde plus oméga 0 carré y est égal à 0, avec oméga 0 qui est la pulsation. Donc ça, c'est généralement ce qu'on a en électricité, par exemple. Et on sait à ce moment-là que le y est égal à grand A cos oméga 0t plus grand B fois sinus de oméga 0t, avec oméga la pulsation. Donc ça, attention, c'est possible si j'ai ici un plus oméga 0 carré, c'est-à-dire si le coefficient devant y est possible. Mais si le coefficient devant y est positif, ça veut dire que le k est négatif vu que j'ai un moins. Donc ça, ce sera bon si k est inférieur à 0. Donc si k est inférieur à 0, j'aurai quelque chose de ce style-là, avec le oméga 0 carré qui est égal à moins k sur c carré. Alors il y a un moins, mais comme k est négatif, bah, du coup c'est positif. Et donc du coup là, pas de problème. Alors, quand est-ce que k est négatif? Quand k est négatif, ça veut dire, si j'isole le y, ça veut dire que n de y est égal à racine de n0 moins k, enfin plus ky carré, pardon, mais avec le k qui est négatif. Donc comme k est négatif, je vois que ça va être décroissant. C'est-à-dire que le n, plus je monte, plus le n diminue. Or, plus je monte et plus le n diminue, eh bien je suis dans ce cas-là. Donc si je suis dans le cas inférieur à 0, je suis dans ce cas-là, et je sais que dans ce cas-là, j'avais les rayons qui étaient déviés de cette manière-là. Voilà. Donc là, hop, j'ai les rayons qui étaient à ce moment-là dans ce sens-là. Et donc, j'ai A cos oméga 0t plus B sinus de oméga 0t. Si le k est positif, à ce moment-là, je serai dans ce cas-là, puisque là, au contraire, le n va être croissant, c'est-à-dire que plus le y augmente, plus le n augmente. Donc là, je suis dans ce cas-là. Et à ce moment-là, j'aurai quelque chose qui est plus comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe si le k, par contre, est supérieur à 0? À ce moment-là, du coup, je peux poser oméga 0 carré qui est égal à ça. Mais là, attention, du coup, il faut que je considère y seconde moins oméga 0 carré, puisque là, du coup, le moins est toujours là, puisque l'oméga 0 carré, c'est juste ça. À ce moment-là, on sait que ce ne sera pas du cosinus et du sinus, mais ce sera la même chose, mais avec du cosinus hyperbolique et du sinus hyperbolique, c'est-à-dire CH et SH. Donc ça, c'est la petite différence. Nous, on va rester dans le cas où c'est négatif, parce que c'est le plus simple, enfin c'est le plus classique, et le plus intéressant, après pour les calculs. Donc là, j'ai du cos, et là, j'ai du B sinus de oméga 0t. Alors maintenant, il faut trouver le grand A et le grand B. Le grand A et le grand B, qui sont les constantes qu'on va déterminer à partir des conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales sur Y? Eh bien, je sais que comme je pars d'ici et que après je suis dévié dans ce sens-là, je vois qu'au début, y de 0 égale 0. Donc ça, c'est ma première condition initiale, hein, au niveau de ma trajectoire. Et ce qu'il faudrait également, c'est y' de 0. Donc y' de 0, c'est-à-dire la dérivée. Alors c'est là qu'on va refaire le petit schéma qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'on sait que y', c'est dy sur dx en 0, parce que je rappelle que la dérivée, enfin y dépend de x, donc y' c'est dy sur dx. Or, si on reprend le petit schéma de tout à l'heure avec ici alpha 0, donc si on se remet au niveau de alpha 0, eh bien je sais que là j'avais mon dy et ici j'ai mon dx, et donc je sais que tangente de alpha 0, donc tangente c'est opposé sur adjacent, c'est dy sur dx. C'est dy sur dx, donc pour x égale 0, parce que je suis alpha 0, et donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux, je vois que dy sur dx en 0, c'est égal à tangente de alpha 0. Donc là, je peux écrire que
c'est égal à tangente de alpha 0. Donc bien évidemment, hein, tout va dépendre, du coup, comme on le voit, du alpha 0, ce qui est tout à fait logique, parce que selon qu'au début je suis plus ou moins proche de l'horizontale ou de la verticale, bah forcément ça va me changer l'équation de ma trajectoire. Alors là, de manière très rapide, parce que ça c'est vraiment des maths, ça c'est facile, si on fait y de 0, donc là y de 0, je remplace le... Alors c'est pas t, pardon, hein, c'est x, bien évidemment, pour ceux qui l'ont remarqué. Donc quand x vaut 0, ça fait sinus de 0, ça fait 0, cos de 0, ça fait 1, donc ça fait grand A, et donc ça me donne finalement que grand A est égal à 0. Maintenant, si je fais y', alors y', là je vais le calculer ici, y', donc on a dit que grand A est égal à 0, donc finalement j'ai plus que ça. La dérivée de b sinus oméga 0x, et ben ça me donne b oméga 0 fois cos de oméga 0x, que la dérivée de sinus u c'est u' cos u. Et donc y' de 0 est égal à b fois oméga 0, puisque cos de 0 ça fait 1. Et donc tout ça est égal à tangente de alpha 0. J'en déduis donc que b est égal à tangente de alpha 0 divisé par oméga 0. J'ai donc ici, alors je vais écrire tout en haut, ce sera plus simple. Hop. J'ai donc ici, en conclusion, le y qui est égal, alors le grand A, on a vu, il vaut 0. Ensuite, j'ai le grand B, c'est-à-dire tangente de alpha 0 divisé par oméga 0, fois sinus de oméga 0 fois x. Et est-ce que c'est logique de trouver ça? Bah oui, parce que je sais que la fonction sinus, elle part de 0 et elle va faire ça. Okay, avec ici donc le maximum qui sera en pi sur 2. Donc en pi sur 2, ça vaudra 1. Et bien c'est exactement ce que j'ai, parce que je vois que quand ici le n est de plus en plus petit, quand je monte, puisque j'avais vu que le k était négatif, et bien je suis dans le cas où j'ai quelque chose qui est comme ça, et donc c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo, hein, quand je suis dans le cas de la mer, et bien j'ai l'angle qui fait ça. C'est pour ça que si j'ai mon œil qui est ici, j'ai l'impression, moi, que l'objet est en haut, et donc je reconstitue, enfin du coup on a l'impression que l'objet qui est ici, en fait il vole. C'est pour ça que quand on est sur la mer, et bien des fois on a des bateaux, on a l'impression qu'ils sont en train de voler, alors qu'en fait ils sont sur la mer, mais c'est tout simplement le phénomène de mirage. Et donc on voit que avec les calculs et avec l'équation différentielle qu'on a trouvée, eh bien on arrive à retrouver exactement ce principe-là. Et si jamais on considère k positif, je vous invite à faire le calcul, ce sera exactement la même chose, mais à ce moment-là on aura un angle qui sera différent. Attention, les conditions initiales seront différentes, parce que là je vois que je pars pas de 0, mais je pars plutôt de tout en haut. Et donc à ce moment-là, il faudra ici faire des calculs légèrement différents, mais bon, on arrive très bien à retrouver le même type de trajectoire. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers la première partie de cet exercice, ainsi que vers d'autres exercices un peu similaires. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Physique, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.